l'art de brasser prend un goût bien particulier. C'est à la Pocatière qu'on est allé découvrir la microbrasserie Ralbock. Ils nous ont ouvert leurs portes pour qu'on puisse voir le procédé de fabrication de la bière, de l'arrivée du grain jusqu'aux bonnes pratiques de fabrication, au contrôle qualité. Suivez-nous pour en savoir un petit peu plus sur la fabrication de ce breuvage, mais aussi sur les domaines d'emploi associés à la fabrication de la bière. Alors, j'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi l'entreprise Ralbock? Ralbock, c'est une microbrasserie. On a parti à Saint-Jean il y a 10 ans maintenant, en 2015. On est 3 amis d'enfance, en fait, nous autres, qui ont brassé avant, disons, maison. On a décidé de partir une microbrasserie dans notre patelin natal à Saint-Jean-Port-Joli à la base. Puis là, 4 ans plus tard, on a ouvert une deuxième brasserie à la Pocatière, plus grosse, pour la distribution. On a un pub aussi à Saint-Jean-Port-Joli. Fait qu'on a comme 3 endroits là, qui roulent en simultané, si on veut. Fait que nos produits, sont artisanales. Puis on a comme une grosse gamme de bières quand même, là, plus de 300 produits brassés depuis 10 ans. On a à peu près une trentaine de produits en tout temps, là, entre 20 et 30. Fait qu'il y a des produits qui sont barriqués, c'est une gamme de bières en soi. Là, donc, on fait vieillir des bières en barrique de chêne. Puis il y a aussi les produits réguliers qui sont en distribution un peu plus large. Puis il y a aussi la brasserie de Saint-Jean-Port-Joli qui fait des plus petits brassins. Fait que là, c'est sûr qu'à ce moment-là, des fois, on va expérimenter un peu plus avec les ingrédients, avec les techniques aussi. Puis des fois, quand ça marche bien, ces produits-là, on va les brasser en plus grosse quantité après. Super! J'aimerais que tu me parles un petit peu du processus de fabrication de la bière. Écoute, la fabrication de la bière, c'est à la fois quelque chose d'agricole et d'un peu biochimique, si on veut, parce qu'il y a comme dans le procédé là, une transformation. Ça commence avec le grain, en fait, puis plus particulièrement le malt, qui est un grain transformé, en fait. Donc, c'est l'orge qui a été germée et dont la germination a été stoppée à un certain moment pour conserver là, le pouvoir enzymatique du grain. Donc, les enzymes qui sont naturellement contenues dans le grain, qui normalement donnent si tu veux, la nourriture à la future plante, bien là, on arrête la germination, donc tous ces enzymes-là et la nourriture, entre guillemets, les sucres, évidemment, que nous, on recherche dans la bière, sont conservés dans le grain. Fait que là, à partir de ce moment-là, on va faire un genre de gruau, en fait, avec ce grain-là, le faire tremper. Puis à ce moment-là, il va y avoir une transformation enzymatique selon les températures qu'on va choisir d'utiliser pour cette première étape-là. Ça va quand même jouer beaucoup sur la texture de la bière parce que c'est les sucres qui vont être transformés, c'est-à-dire l'amidon qu'il y a dans le grain, la farine, si tu veux, du grain, va se transformer en sucre fermenticible à ce moment-là. Donc, si on veut que la bière soit plus sucrée, on va utiliser certaines températures qui vont nous donner des sucres moins fermenticibles, c'est-à-dire que la levure ne sera pas capable de les métaboliser nécessairement. Puis des fois, on veut une bière plus sèche. Fait qu'à ce moment-là, on va vouloir transformer des sucres qui vont être plus simples, autrement dit, qui vont être plus facilement métabolisables. Là, on voit le grain qui commence à se mélanger à mon eau. Fait qu'il y a une entrée de grain par le dessus. Le grain, il va rentrer dans une vis sans fin. Fait que il se mélange, il s'hydrate tout de suite avec mon eau. Nous, on va parler de mash quand on parle d'empâtage, donc c'est la même affaire. Ça reste qu'on fait une espèce de gruau avec les céréales. On s'assure que ça soit à la bonne température pendant X temps. Fait qu'on va aller chercher, soutirer tous les sucres qu'il y a dans les céréales. Le trempage du grain, ça dure à peu près comme 1 heure à 1 heure et demie. Puis les étapes suivantes, c'est comme rincer le grain. Fait que là, à partir de ce moment-là, on va avoir recueilli notre sucre qui va devenir éventuellement de l'alcool. Donc, on va transférer tout ce liquide-là dans une autre cuve. Puis, évidemment, les grains, eux autres, vont rester dans la cuve, dans la première cuve. Ça va être un résidu de brassage à ce moment-là. Fait qu'on va essayer d'extirper le plus possible les sucres. Il va même avoir un rinçage à ce moment-là. Donc, on envoie de l'eau chaude par-dessus pour que les sucres se transfèrent dans la cuve suivante. Puis, à un certain moment, on n'a plus besoin des enzymes aussi. Fait qu'on monte la température, donc on stoppe la transformation des sucres. Fait qu'il y a comme une petite transformation naturelle qui se fait à ce moment-là. Puis les enzymes, mais c'est pas vivant, évidemment. C'est comme... c'est plutôt un procédé biochimique là, qui se produit à ce moment-là. Puis là, le côté levure et transformation va venir plus tard.
Parce qu'avant, il y a l'ébullition, en fait. Fait que là, quand on a notre mou de bière, on va bouillir la bière pendant à peu près 1 heure, encore une fois. Puis c'est à ce moment-là que, bien évidemment, on va éliminer toutes les bactéries qui sont contenues naturellement sur le grain. Donc, on va éviter... en fait, si on veut, ça nous permet d'avoir une bière qui va être saine puis qui va fermenter correctement. Là, on peut parler de pasteurisation, par exemple. Bien, carrément. Puis, tu sais, c'est une ébullition d'1 heure. Donc, c'est même plus qu'une pasteurisation. Rendu là, ça caramélise carrément. Fait qu'il y a aussi comme... à la fois un côté, si on veut, sanitaire à la chose, mais il y a aussi, toutes les saveurs qui vont être apportées par cette ébullition-là. Puis on va aussi mettre des aromates à ce moment-là dans la bière. Évidemment, le fameux houblon qui est un peu l'épice de la bière, qui va venir donner de l'amertume à la bière, des arômes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles dans le houblon, même une très grande diversité d'huiles essentielles. Fait qu'il y a beaucoup de variétés de houblons différentes. Puis évidemment, il y a aussi des propriétés antiseptiques, en fait, au houblon. Fait que c'est antibactérien naturellement, le houblon. Fait que c'est un peu un agent de conservation naturelle, si on veut, aussi. Après l'ébullition, bien là, on va s'en aller dans la cuve de Whirlpool. Je sais pas comment on dit ça vraiment en français. Le principe du Whirlpool, c'est qu'on envoie le mou par les côtés, puis ça va faire un mouvement de rond. Ça va tourner, puis là, bien, tous les sédiments vont se retrouver au final vers le centre. Ça va former un cône. Comme ça, nous, on va soutirer d'un port qui est à part, puis ça va nous enlever encore une fois de la matière pour avoir le moins de matière possible, que ce soit plus le liquide qu'on va aller chercher. Après, ça va passer par un échangeur à plaques, puis d'un côté de la plaque, tu as le mou bouillant qui sort. Puis de l'autre côté, tu as une entrée d'eau froide. Donc, en un passage, bien, notre mou bouillant, notre mou qui est rendu peut-être à 95 degrés Celsius, bien là, il va passer, il va se faire refroidir, puis on va aller à 20 degrés en un passage. Fait que ça va nous prendre environ peut-être 45 minutes, 1 heure à transférer notre volume final là, vers le fermenteur. Puis il va y avoir l'ajout de levure pendant le transfert. Alors, après l'ébullition du mou, il faut savoir que l'ébullition du mou, elle est utile pour pasteuriser le mélange. Donc, la pasteurisation, c'est un procédé thermique qui vise à réduire le nombre de micro-organismes qui pourraient nuire à la fermentation alcoolique. Une deuxième raison pourquoi on va ébouillanter le mou, c'est qu'on veut solubiliser les arômes du houblon dans le mélange. Et maintenant, pourquoi on n'ajoute pas les levures avant l'ébouillantage? Bien, c'est simple, c'est que la température est tellement élevée qu'on finirait par tuer nos levures, donc on n'aurait aucune fermentation. Ça, dans ce cas-ci, c'est une IPA, donc une bière fortement houblonnée. C'est notre dieu soleil, là, donc c'est sûr que c'est trouble pendant la fermentation. Il faut s'y attendre. C'est ce qu'on veut en même temps. Là. On veut un profil qui est le plus aromatique possible, je ne vais pas dire le plus trouble possible, mais quelque chose qui est balancé entre la saveur et la texture en bouche. Là. Fait que la levure à l'intérieur est importante. En transférant ça dans le plus petit, bien, on va chasser les bulles de CO2 qu'il y a dedans pour que notre prise de densité soit le plus précis possible. Parce que s'il reste du CO2 à travers le liquide, bien là, ça va biaiser ta lecture. C'est important à ce moment-là que le personnel soit au courant, fasse toute la même technique. Des fois, ça peut être 2 personnes différentes qui prennent des densités, puis ils prennent des densités différentes. Ils n'ont pas la même lecture, fait que c'est important d'avoir la même lecture, puis de regarder, si tu veux, dans le bon angle, les choses, pour s'assurer que ça soit correct. Ma lecture ici, aujourd'hui, ça serait 3,6. Avec cette bière-là, je serais passé de 14 plateaux à 3,6. Là, elle est en train de se stabiliser tranquillement, mais elle va sûrement terminer autour de 3,5 plateaux. C'est vraiment ça qui va nous donner le pourcentage d'alcool qu'on va avoir dans nos bières.
Donc, dans ce cas-ci, ça devrait tourner autour de 5,5 % d'alcool. Alors, j'ai entre les mains un densimètre. C'est l'outil qu'on utilise pour mesurer la quantité d'alcool dans une fabrication, comme par exemple de la bière. Alors, on a appris que les levures utilisaient le sucre pour fabriquer de l'alcool et au fur et à mesure que la fermentation avance, il y a de plus en plus d'alcool qui est formé dans le liquide. Comme l'alcool est plus légère que l'eau, on utilise un densimètre qu'on laisse flotter à l'intérieur d'un cylindre gradué et plus le densimètre va flotter sur l'eau, mieux on va être en mesure de connaître la quantité d'alcool. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que c'était des unités plateau. On a parlé que la densité était mesurée en données plateau lors de la fabrication de la bière. Alors, j'ai fait une petite recherche et plateau, P-L-A-T-O, ne veut pas dire un plateau, mais tout simplement une unité de mesure qu'on utilise dans le domaine brassicole pour faire référence à la gravité spécifique qu'on utilise habituellement avec un densimètre. Donc, on parle tout simplement de densité, mais avec une unité différente. Fait qu'après avoir pris la lecture de densité, c'est important aussi de prendre la lecture de pH là, dans la bière. Souvent, au début de la fermentation, on s'assure d'avoir un mou de bière là, avant d'inoculer la levure qui est autour de entre 5,0 et 5,4. Puis, quand la levure va commencer à fermenter, ça va la baisser. Ça baisse le pH. La première journée, ça va baisser pratiquement jusqu'à 4,5, 4,7 de pH. Puis souvent, ce qu'on veut idéalement, c'est que vers la fin de la fermentation, le pH de la bière, tout dépendant d'une bière blonde ou une IPA, mais une bière blonde va être souvent autour de 4,1, 4,2 de pH, tandis que les IPA vont être un petit peu plus hauts à cause des ajouts de houblon. On va se retrouver avec une bière qui finit souvent autour de 4,5 de pH. Puis ça nous assure qu'il n'y a pas de développement de bactéries pathogènes dans nos produits. Les joies de l'étiquetage. Alors, tantôt, tu me parlais de certaines catégories de bières. Tu en as sorti 3 qui ont l'air inusitées, particulières. Ici, j'ai une petite lager mexicaine. Pourquoi mexicaine? Parce que c'est un peu calqué sur la Corona, mais plus particulièrement parce qu'on utilise du maïs dans la composition de la bière. Le maïs va donner une texture très sèche à la bière. Donc, ça va être des bières de soif qu'on va faire avec le maïs aussi. Puis, les lagers aussi, le fait que c'est fermenté à froid puis très longtemps, ça fait que les bières vont se clarifier aussi au fil du temps. Donc, ça va donner des bières translucides. Finalement, un peu attirantes à l'œil aussi quand on a soif. Là, la mucha est spéciale. Ouais. La deuxième bière que tu me présentes, c'est? Deuxième, c'est la matinée extra light. Donc, c'est une bière sans alcool, une IPA sans alcool. Donc, évidemment, ici, dans la levure, on a utilisé les levures du Labo pour cette bière-là. Oui, donc c'est des levures de l'Apocatière. Puis, c'est une bière qui est très houblonnée aussi. Donc, c'est comme une IPA, si on veut, traditionnelle. Un peu avec un petit côté trouble là, au niveau des maltes. Puis en fait, c'est ça. Cette levure-là, la particularité, c'est qu'elle ne donne pas beaucoup d'alcool. Puis ça nous permet d'avoir quand même une bière qui a un taux de sucre au final qui est quand même à peu près semblable à une bière normale. Donc là, la texture va être semblable à une bière normale, ce qui fait qu'on a l'impression un peu d'une bière avec alcool, malgré le fait que l'alcool n'est pas. Quand tu dis une bière normale, c'est la rondeur en bouche, le côté c'est le côté de texture, en fait. On a toujours un sucre résiduel qu'on appelle dans les bières. Puis c'est ça qui va donner une balance là, entre l'amertume, l'alcool aussi, puis justement ce petit côté sucré-là. Puis c'est cette balance-là qui va donner le côté intéressant aussi, puis que les gens apprécient là, quand ils vont boire de la bière. Super. Alors, on l'appelle la matinée matinée extra light. Extra light, tellement light qu'il n'y a pas d'alcool. Ah, merveilleux. Et la troisième, l'essentiel. L'essentiel, c'est une bière aux fruits surette. Donc, quand on dit bière surette, c'est qu'on va faire surir le mou de bière avant la fermentation. Donc, avec des bactéries lactiques qui vont venir surir la bière pendant à peu près 24 heures.
Donc, on va abaisser le pH de façon naturelle. Puis là, on va faire une ébullition ensuite. On va, si on veut, éliminer ces bactéries-là, puis on va faire une fermentation normale. Donc là, ça va vraiment rehausser l'acidité de la bière. Puis évidemment, là, on a des fruits là-dedans, des framboises du Québec et aussi de l'aronia, qui est un petit fruit un peu plus inusité, un peu plus rare. Mais c'est indigène de la province. C'est indigène, c'est juste que, bon, disons, pour consommer le fruit juste comme ça, c'est un peu raide, très astringent. Donc carrément, on abaisse le pH avec des bactéries lactiques, comme une fermentation lactique tout à fait standard. Comme un yogourt, finalement. Comme un yogourt, pratiquement. Mais on va, si on veut, stopper cette fermentation lactique-là, puis commencer la fermentation alcoolique après. Puis, on a aussi ajouté un peu de lactose là-dedans. Pour le côté gustatif, effectivement, ça doit être plus bon pour balancer un peu l'acidité. Fait que c'est quand même une bière qui a plein de goût. Puis oui, pour la texture, justement, le lactose. Bon, donc évidemment, attention aux intolérants au lactose. On l'indique bien sur la canette, mais c'est un des ingrédients, finalement, qui est utilisé là, historiquement dans la bière. Fait que voilà. Wow, merveilleux! Fait que ce que j'entends, c'est que la plupart des brasseurs aujourd'hui sont souvent des passionnés qui ont commencé à la maison, qui ont appris beaucoup sur le terrain. Mais mettons que moi, j'ai pas l'environnement là, pour brasser à la maison. Y a-t-il moyen de me former pour devenir un brasseur? Y a-t-il des cours qui se donnent par rapport à ça? Il y a des formations qui existent. Il y en avait une à Jonquière jusqu'à récemment. Là, je pense qu'ils ont arrêté le programme, mais maintenant, c'est à Sherbrooke que ça se passe, à l'Université de Sherbrooke. Je pense que c'est en collaboration avec la microbrasserie Le Ciboire qui ont parti le programme. Puis donc, eux autres, ils forment là, des brasseurs en environnement, si tu veux, industriel. Fait qu'il y a le côté, bon, plus théorique, mais il y a aussi la pratique qui est vraiment important parce que, encore là, comme je disais tantôt, il y a quand même un côté technique à la chose qui est important parce que ça va influencer le produit final. Nous autres, on aime ça dire que des fois, la bière, ça peut être plus que juste de la bière. C'est quand même un produit qui est intéressant. C'est du plaisir un peu liquide, là, si on veut. Mais ça peut aussi servir à plus que ça, à rassembler les gens puis à donner un sens à tout ça, en fait. On s'entend qu'avoir une microbrasserie dans son petit patelin, c'est pas comme avoir Molson dans sa ville. C'est un autre niveau, c'est un autre façon de voir la bière. Il y a un joyau régional, il y a une communauté locale qui va se développer autour de ce moment de plaisir-là. Clairement. Bien merci, dit. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton entrevue. C'était super intéressant. Alors, on a vu que la fabrication de la bière était peut-être plus complexe qu'on pensait. Un fait inusité sur la fabrication de la bière, il semblerait que c'est un des breuvages fermentés les plus vieux sur la planète. On aurait retrouvé des vestiges en Mésopotamie datant de 7000 ans avant Jésus-Christ. Si la transformation de la bière vous intéresse, vous n'avez pas besoin nécessairement de voir l'expérience de père en fils. Vous pouvez aussi aller vous former dans plusieurs instituts au Québec, principalement en Institut des technologies agroalimentaires du Québec pour devenir chimiste alimentaire ou spécialiste des procédés de la fabrication des aliments.